Aujourd'hui, on découvre Kankou Moussa, empereur du Mali au XIVe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a surpassé sa richesse. Il est connu pour son pèlerinage à la Mecque, son puissant empire, son amour du savoir et son grand héritage. Voici un résumé de son histoire. Avant qu'il ne devienne roi, il était une fois, dans les vastes plaines et les savanes dorées de l'Afrique de l'Ouest, un jeune prince dont le destin allait changer le cours de l'histoire. Né dans la lignée illustre des Keïta, descendant du grand Sundiata, fondateur de l'Empire du Mali, Kankou Moussa n'était pas encore destiné à gouverner, mais déjà l'écho de sa destinée vibrait à travers les tambours des griots. Il grandit dans un monde où l'oralité était reine, où les anciens transmettaient leur sagesse sous l'ombre fraîche des baobabs et où chaque enfant noble apprenait très tôt la valeur du courage, de la foi et de la justice. Son éducation fut soignée. Il fut formé aux traditions du Mandé, aux principes de la diplomatie, de la guerre et de l'équilibre social. Les valeurs profondes du serment de Kurukan-Fuga, cette charte fondatrice instaurée après la bataille de Kirina, lui étaient enseignées comme la loi sacrée du peuple mandingue. Kankou Moussa observait les juges trancher les conflits. Les anciens donnaient la parole, les griots conservaient la mémoire de ses ancêtres. Il apprenait en silence, guidé par la sagesse. Mais son monde n'était pas isolé. Déjà, le commerce transsaharien faisait du Mali une puissance convoitée. Des caravanes venues du nord arrivaient à Niani, la capitale impériale, transportant du sel, des tissus, des chevaux et des livres. En échange, les marchands repartaient chargés de lingots d'or, de noix de cola et parfois d'esclaves. L'empire du Mali s'étendait de l'Atlantique jusqu'au fleuve Niger, englobant une mosaïque de peuples, de cultures et de royaumes vassaux. La richesse du sol, notamment les gisements d'or de Bambouk, Bur et Galam, faisait la renommée de l'empire bien au-delà des dunes du Sahara. Les chroniques arabes commençaient déjà à évoquer ce royaume mystérieux, riche et bien gouverné, où régnait une paix inhabituelle pour les standards du monde médiéval. À cette époque, l'empereur en place, Aboubakari II, portait une vision folle mais admirable. Convaincu que l'océan Atlantique cachait d'autres terres, il lança une expédition maritime gigantesque, embarquant des centaines de navires vers l'ouest, espérant trouver les limites du monde connu. Avant son départ, il confia la régence de l'Empire à Musa, encore jeune, mais reconnu pour son calme, son intelligence et sa loyauté. Ce fut une épreuve de maturité. En l'absence du souverain, le jeune régent dut gérer les affaires de l'État, maintenir l'ordre, répondre aux menaces aux frontières, arbitrer les différends entre provinces et garder intact l'équilibre fragile du pouvoir. Les mois passèrent, puis les années. Aboubakari II ne revint jamais. Son nom devint une légende de mer perdue, et le peuple se tourna vers le régent pour assurer la continuité de la dynastie. C'est ainsi que Kankou Moussa fut désigné Mansa, souverain légitime de l'Empire du Mali, quelque part entre 1307 et 1312. Il fut intronisé dans la grande cour de Niani, sous les chants des griots et les bénédictions des marabouts. Le sceptre royal fut posé dans sa main droite, tandis que de la gauche, il toucha le sol sacré du Mandé, jurant de défendre son peuple et de le conduire dans la justice. Mais devenir roi n'était pas une fin en soi. Pour Kankou Moussa, c'était le début d'un destin plus grand. Il comprit très vite que le pouvoir n'était pas seulement dans la force des armées ou dans le poids de l'or, mais dans la stabilité du royaume, la fidélité des provinces, la prospérité des paysans et la bénédiction des dieux et d'Allah. Il réforma l'administration, nomma de nouveaux gouverneurs, assura une gestion stricte des ressources et posa les bases d'un règne qui allait marquer l'Afrique et le monde pour des siècles. Ce jeune prince devenu roi avait une vision. Il voulait que le nom du Mali ne soit plus seulement murmuré dans les marchés du Caire ou dans les mosquées de Fès, mais gravé dans les cartes des savants et chanté par les peuples lointains. Son chemin vers la grandeur venait à peine de commencer. Quand Kankou Moussa monta sur le trône,
L'Empire du Mali était déjà puissant, mais il n'était pas encore à son apogée. Dès ses premières années de règne, il comprit que pour maintenir l'équilibre d'un empire aussi vaste, composé de nombreuses ethnies, religions, langues et traditions, il fallait unifier sans écraser, régner sans diviser, et gouverner avec justice et rigueur. Le jeune souverain ne cherchait pas simplement à préserver ce qu'il avait reçu. Il voulait transformer le Mali en un modèle d'organisation, de paix et de rayonnement. Il mit en place une administration plus structurée, délégua les responsabilités aux Farbas, ses gouverneurs de province, mais garda toujours un œil vigilant sur chacun. Ceux qui s'enrichissaient injustement ou opprimaient les villages étaient rapidement remplacés. À Niani, la capitale, il centralisa les décisions majeures, entouré de juristes, de marabouts et de conseillers traditionnels. Il écoutait les griots, gardiens de la mémoire du peuple, mais aussi les commerçants et les artisans, sources précieuses sur les réalités locales. Sous son autorité, les routes devinrent plus sûres, les brigands furent traqués, les marchés surveillés, les taxes stabilisées. Il faisait publier des décisions à voix haute sur les places publiques, afin que le peuple sache ce que son roi décidait. Il comprenait qu'un bon gouvernement reposait sur la transparence. Le commerce se développa intensément. L'or, ressource centrale de l'Empire, fut exploité avec une rigueur quasi scientifique. Des caravanes entières transportaient les lingots jusqu'aux villes du Maghreb, échangeant les richesses du Mali contre du sel, des chevaux, des tissus, des livres et des objets de luxe. Les marchands arabes et berbères racontaient à leur retour dans les villes du Nord qu'il existait au sud du Sahara un royaume d'or et d'ordre dirigé par un homme aussi sage que riche. Petit à petit, le nom de Kankou Moussa franchit les frontières, mais le roi ne se limitait pas à la richesse matérielle. Profondément croyant, il pratiquait l'islam avec une sincérité visible. Il ne reniait pas les traditions du Mandé, mais il s'efforçait d'unir les deux mondes, la foi révélée et les valeurs ancestrales. Il encouragea la construction de mosquées, fit appel à des savants pour enseigner la parole du Coran, forma des juges islamiques, tout en respectant les rites animistes encore ancrés dans certaines provinces. Il imposa une tolérance mutuelle, où musulmans et non-musulmans pouvaient vivre côte à côte, sans conflit. Chaque vendredi, il assistait à la prière publique, habillé simplement, accompagné de son entourage, sans excès d'apparat. Il offrait des aumônes, visitait les quartiers pauvres, rendait la justice devant tous. La cour royale devint un lieu d'activité intellectuelle, des débats philosophiques, des lectures, des transmissions orales entre griots et érudits, coexistaient dans un climat de curiosité et de respect. Il encouragea la venue de scribes arabes, qui commencèrent à écrire des chroniques sur le royaume. Il fit collecter les histoires anciennes du Mandé pour qu'elles ne soient pas perdues. Il savait que le savoir serait l'autre trésor de son règne. Tombouctou et Djenné, villes carrefour entre le nord et le sud, furent embellies, sécurisées, développées comme centres commerciaux, religieux et bientôt culturels. Sous sa direction, l'Empire du Mali atteignit son expansion maximale. Des régions aussi éloignées que le Sénégal actuel, la Gambie, le Burkina Faso, une partie du Niger et de la Guinée faisaient allégeance à son autorité. Les tribus affluaient, les alliances se multipliaient, et les chefs locaux, tout en conservant leur autonomie relative, reconnaissaient sa suprématie. Mais, au-delà des frontières du royaume, Kankou Moussa réfléchissait à sa place dans l'histoire. Il voulait plus qu'un règne prospère. Il voulait un héritage. Et c'est ainsi qu'il prit une décision qui allait bouleverser la perception du Mali dans le monde musulman. Et au-delà, il allait accomplir le pèlerinage à la Mecque. Ce ne serait pas un simple voyage spirituel, mais une déclaration de grandeur, de foi et d'intelligence impériale. Le roi qui avait bâti la paix s'apprêtait à entreprendre un des plus impressionnants voyages du Moyen-Âge.
le pèlerinage de Kankou Moussa. Grandeur, foi et impact mondial. Lorsque Kankou Moussa décida de partir pour le pèlerinage à la Mecque, il ne voulait pas simplement accomplir un devoir religieux. Il voulait annoncer au monde l'existence de son empire, sa puissance, sa richesse, mais aussi sa foi profonde. Ce voyage spirituel, connu sous le nom de Hajj, était déjà en soi un acte de foi et de soumission à Allah. Mais entre ses mains, il allait devenir aussi un chef-d'œuvre politique, économique et symbolique. En 1324, l'empereur Kitaniani, à la tête d'une caravane telle que l'Afrique n'en avait jamais vue et que les chroniqueurs arabes n'avaient jamais osé imaginer. Selon les récits d'époque, sa suite comptait environ 60 personnes, dont des soldats, des serviteurs, des femmes, des érudits, des commerçants et des musiciens. Il emportait avec lui une immense richesse, des centaines de chameaux chargés d'or pur, chacun transportant jusqu'à 136 kilos de métal précieux. Il donna l'ordre que chaque ville traversée soit honorée de sa présence, que chaque mosquée sur son chemin reçoive des dons, que chaque pauvre soit secouru. Le voyage le mena à travers le Sahara, puis vers les villes commerçantes du Maghreb, avant de traverser l'Égypte. Là, son arrivée à Le Caire créa une onde de choc. Le sultan mamelouk Al-Nazir Muhammad, qui régnait alors, accueillit avec stupeur ce roi noir d'Afrique, habillé d'étoffes luxueuses, parlant avec humilité, mais donnant l'impression d'un empereur du bout du monde. Kankou Moussa refusa d'abord de saluer le sultan par la prosternation. Il disait qu'il ne s'agenouillait que devant Dieu. Mais après médiation et par respect diplomatique, il rendit les honneurs dus tout en maintenant sa dignité. Ce qui impressionna le plus, cependant, ce ne fut pas sa tenue ni son discours, mais sa générosité sans limite. À chaque étape, il distribuait de l'or aux savants, aux commerçants, aux mendiants, aux souverains locaux. Il acheta des produits rares, offrit des dons massifs aux mosquées du Caire et finança l'entretien de routes et de caravansérails. Sa générosité fut telle qu'elle provoqua une inflation soudaine du marché de l'or en Égypte, perturbant l'économie pendant plus de 10 ans. On dit que les prix s'effondrèrent tellement que l'or perdit temporairement de sa valeur dans tout le bassin méditerranéen. Ce phénomène resta unique dans l'histoire. De l'Égypte, Kankou Moussa poursuivit sa route vers la Mecque, la ville sainte de l'islam, accomplissant tous les rites du Hajj avec une humilité sincère. Là encore, il attira l'attention des pèlerins venus du monde entier. Des érudits de Bagdad, des imams du Yémen, des commerçants perses se demandèrent d'où venait cet homme d'une richesse presque biblique, mais dont la parole était sage, pondérée, réfléchie. Il ne se contenta pas de prier. Il engagea des savants musulmans, des architectes, des calligraphes et des professeurs pour le suivre jusqu'au Mali. Parmi eux figurait Al-Saïli, un célèbre architecte andalou qui jouera un rôle central à son retour. Le retour au pays fut tout aussi glorieux. La caravane revint plus nombreuse encore, riche non seulement d'or, mais de savoir, de manuscrits, de livres religieux et scientifiques, et d'idées nouvelles. Kankou Moussa ne revint pas seul. Il rapportait avec lui des éléments d'un projet plus vaste encore. Il fit construire la célèbre mosquée de Djenné et celle de Tombouctou, transformant ces villes en centres spirituels et intellectuels. Il dota la ville de Tombouctou d'une université, la future Sankoré, qui deviendra un des plus grands centres d'études du monde islamique médiéval, avec des milliers d'élèves et une bibliothèque réputée. Ce pèlerinage n'était pas qu'un voyage, c'était un acte fondateur. Grâce à lui, le Mali entra sur les cartes du monde arabe et européen. Les géographes comme Al-Umari, Ibn Khaldoun et Ibn Battuta parlèrent du royaume noir d'Afrique de l'Ouest comme d'un empire à la fois pieux et extrêmement prospère. Kankou Moussa, par ce seul acte, plaça l'Afrique subsaharienne au cœur du monde islamique. Son nom devint un symbole. On le compara à Salomon. Des siècles plus tard, son image figurait sur les atlas européens comme
le roi noir au sceptre d'or. Et pourtant, malgré cette renommée, il resta toujours fidèle à son peuple. Il mourut quelques années plus tard, probablement en 1337, laissant un empire vaste, stable et rayonnant. Ce pèlerinage aura été son chef-d'œuvre, la synthèse parfaite de foi, de politique, de culture et de diplomatie. Kankou Moussa n'était pas seulement un roi d'or. Il était un pont entre l'Afrique, l'islam et le monde. Après son pèlerinage spectaculaire à la Mecque, Kankou Moussa revint au Mandé, non pas comme un simple roi pieux, mais comme un souverain visionnaire, prêt à transformer son empire. Ce voyage l'avait non seulement élevé spirituellement, mais lui avait ouvert les yeux sur la puissance du savoir, de la culture et de la mémoire. Il comprit que l'or, aussi précieux fût-il, n'était rien sans la connaissance. Alors, il entreprit de faire du Mali un phare de civilisation, un empire où la richesse matérielle s'allierait à la richesse intellectuelle et spirituelle. L'un de ses premiers actes fut de développer Tombouctou, qu'il avait récemment intégré à l'empire. Là, avec l'aide de l'architecte andalou Al-Sahili, il fit construire la mosquée de Sankoré, qui allait devenir bien plus qu'un lieu de prière. Elle devint une université, la plus célèbre de toute l'Afrique de l'Ouest médiévale. Des manuscrits y furent copiés, des bibliothèques y furent bâties, et des savants venus du Maghreb, du Caire, ou même d'Andalousie, y enseignèrent les sciences, la théologie, l'astronomie, la médecine, le droit islamique et l'histoire. Tombouctou devint ainsi le cœur intellectuel du continent, un lieu où la parole avait valeur de trésor et où le savoir se conservait comme une offrande. Kankou Moussa investit aussi dans l'éducation des jeunes nobles, qu'il fit instruire selon les principes du Coran, mais aussi dans les lois mandingues et les traditions orales. Il encouragea la traduction d'ouvrages arabes, le développement des arts, de la musique, de la poésie et le soutien aux griots, gardiens de la mémoire collective. Il comprit que sans culture forte, l'or se disperserait comme du sable au vent. Le pouvoir de son empire reposait désormais sur 3 piliers: la foi, le savoir et la justice. Son règne continua dans un climat de stabilité remarquable. Les routes commerciales étaient protégées par des garnisons fidèles, les marchés prospéraient, les paysans travaillaient en paix, et les étrangers affluaient au Mali, attirés par les opportunités. Son autorité, ferme mais juste, lui valait la loyauté des provinces lointaines. Jamais un empire aussi vaste n'avait connu une telle harmonie sous un seul homme. Il réunissait autour de lui musulmans pieux, chefs traditionnels, intellectuels et commerçants, créant un équilibre inédit entre traditions africaines et modernité islamique. Mais comme toute vie, celle de Kankou Moussa approchait de sa fin. Vers la fin des années 1330, affaibli par l'âge, il commença à déléguer davantage à ses fils et à ses ministres de confiance. Il s'assura de désigner un successeur capable, formé selon ses principes, pour éviter que l'empire ne s'effondre à sa mort. Il passait ses derniers jours entre prières, conseils d'État et méditation, entouré de griots qui chantaient les exploits du Mandé et de marabouts qui lui récitaient les versets du Coran. Son visage était devenu celui d'un sage, d'un patriarche au regard paisible, conscient d'avoir rempli sa mission. Il s'éteignit probablement en 1337, laissant derrière lui un empire à son apogée. Sa mort fut pleurée dans toutes les provinces du royaume, depuis les rives du Sénégal jusqu'au bord du Niger. Les griots chantèrent sa mémoire, les savants prièrent pour son âme, et les commerçants racontèrent encore longtemps ses actes à ceux qui n'avaient jamais vu son visage. Mais il ne mourut pas tout à fait. Son nom vécut dans les livres arabes, sur les cartes européennes, dans les mosquées de Tombouctou et dans les récits des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Son héritage survécut plusieurs générations. Même si l'empire finit par décliner un siècle plus tard, l'œuvre de Kankou Moussa resta comme un sommet d'organisation politique, d'ouverture spirituelle et de fierté africaine.
À travers lui, l'Afrique médiévale avait montré au monde qu'elle était capable de produire des empereurs bâtisseurs, des centres d'enseignement de haut niveau et une foi profonde enracinée dans la sagesse. Kankou Moussa n'avait pas simplement dirigé un empire, il avait construit un monde. Tu viens de découvrir une histoire trop souvent effacée. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous pour les prochaines révélations de notre passé oublié. À très bientôt.